Chapitre 8. Les décorations. Cette année-là, le froid était bien au rendez-vous. J'espérais que ça tuerait peut-être ces saloperies de chenilles processionnaires. Déjà à cette époque, j'avais une sainte horreur des chenilles. Tout autant que des processions d'ailleurs. C'est au détour de la Grande Place que je saisis un bout de chant qui provoqua chez moi autant de peine que de hargne. Des voix angéliques, d'enfants soigneusement disposés, chantaient avec une candeur immaculée ces horreurs. Je ne mets pas l'air. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noëls blancs. La nuit est pleine de chants joyeux, le bois craque dans le feu, la table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis, et j'attends l'heure où ils vont venir en écoutant tous mes souvenirs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, bla 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 bla. Que de belles intentions, que de viles hypocrisies, c'était tout ça Noël. Je savais que pour beaucoup de gens, c'était une soupape de secours, un moment privilégié servant à oublier sa vie quotidienne, un pèlerinage vers son enfance perdue en quelque sorte. Je le savais. Chacun d'entre eux était au courant. Ils connaissaient leur rôle d'acteur dans une réclame Coca-Cola grandeur nature. Pourtant, ils continuaient à se complaire dans ce dogme familial, dans cette caricature de rituel. Ce soir-là, je recevais des fous, des morts en sursis qui ne trichaient pas. Chez moi, on ne mentait pas. Évidemment, Madame la Marquise aurait été choquée par le manque d'étiquette notoire dont nous faisions preuve. Mais le cœur y était. Le cœur. N'était-ce pas de cela que parlaient les curés de campagne, tandis qu'au Vatican on couvrait les génocides? Chez nous, les sombres carcasses, on échangeait du vrai, de la douleur, des rires. Pourtant, je ne crois pas avoir jamais entrevu de guirlandes clignotantes ou de bons dieux en plastique pendus au carreau. J'étais allé chercher du saucisson et de la bière au casino du coin. Au rayon des alcools, ils avaient gardé une large place pour la bière de Noël. Elle devait être fabriquée avec du houblon du pôle Nord, brassée par des lutins, dans la plus pure tradition de Noël, c'est-à-dire à l'intérieur de Panse de Rennes, bien sûr. Ça me gonflait tout ce tapage. Ce soir-là, on a bu du vin, bien plus rouge que le tarin des faux Pères Noël qui arpentent le centre. Le solstice d'hiver m'avait toujours rendu triste, d'aussi loin que je me souvienne. Cette période et sa magie m'avaient toujours collé le cafard. Je ne crois pas, cela dit, que je me rendais compte de ce mercantilisme outrancier quand j'étais enfant. J'ai pourtant décoré la caravane avec ma famille durant ces interminables trêves aussi fictives qu'inefficaces quand j'étais enfant. J'ai toujours détesté les cadeaux, puis j'en ai que rarement mérité. Noël, c'était une seule journée qui s'étendait du 10 novembre au 27 décembre. C'est pour cette raison, je pense, que j'ai toujours été fatigué à cette occasion. De plus, c'était un anniversaire, me semble-t-il. Je n'ai jamais fêté les miens. C'était pas pour me farcir celui d'un hippie d'il y a 2000 ans. Après les emplettes sommaires que je fis au supermarché, je rentrais donc chez moi, suivant les artères illuminées par des employés municipaux avinés et apathiques. Voyant l'an deux sur une nacelle, je me dis que ça sentait le fait divers à plein nez. Ce genre de drame qui débouche sur une épitaphe foireuse du genre « Mort d'une chute provoquée par un nounours clignotant de plusieurs mètres ». Des mioches, tout excités par les lumières et les jouets étincelants qui avaient pris la ville d'assaut, couraient et criaient. Leurs parents étaient tiraillés entre la volonté bienveillante de les laisser faire en cette période bénie et le sentiment qu'il fallait les réprimer ces ardeurs pour rester discrets, surtout ne pas faire de vagues. Ils étaient beaux ces gosses, et dire qu'avec le temps, ils deviendraient des duglands et des ducons qui les chaperonnaient. Mon trajet urbain ne fut certes pas bien long, mais il m'avait permis de remarquer beaucoup de choses. Outre les abominations plastiques que brandissaient les enseignes comme des bannières sanglantes, j'avais vu de la complaisance à l'appel, du mépris, de la tristesse aussi, un peu de rêve de la part des plus jeunes, mais presque pas d'amour. Une seule entité dérogeait à la règle. C'était une vieille femme aux cheveux hirsutes qui trahissait un laisser-aller inhérent à la pauvreté, autant physique que matérielle. Elle s'appuyait sur un angle de mur, essoufflée par une santé vacillante.
Ses habits en laine de couleur vive étaient élimés, sans élasticité, à l'image de sa peau parcheminée. Durant ce salvateur repos, son regard était figé sur deux bambins qui jouaient sur le sol. Son visage était illuminé par la bonté et la bienveillance. On eût dit que c'était le seul réconfort qu'elle avait entrevu depuis des siècles. C'était sans doute le cas. Tandis que leur mère, des modèles de vitrine aux faces tirées et changées des mondanités, les jeunes enfants riaient en s'envoyant la plume qu'un pigeon avait laissé choir. La plume retombait et ils riaient de plus belle. C'était un petit garçon, une petite fille. Et si leur âge ne fut pas si juvénile, on aurait dit qu'ils étaient en train de tomber amoureux. Que nenni! C'était cette plume et sa résistance à la gravité terrestre qui les stimulaient. Le rire du petit mâle devenait si crispé que l'on entendait chanter ses nerfs. L'une des deux pimbèches, qui leur servait d'aïeul, se retourna sèchement vers les marmots. Elle sembla se souvenir soudain qu'elle traînait avec elle un poids, lui rappelant par sa candeur la fuite du temps. À en juger par son maquillage, elle devait en avoir très peur. « Kevin, veux-tu venir ici tout de suite? Ça suffit. Et ne touche pas ça, c'est sale. » Son attitude et ses paroles lui ressemblaient. Il n'y avait là qu'exclamation, que raideur. S'excusant, avec une tonne de miel, auprès de son interlocutrice, elle se rua sur le mioche qu'elle empoigna par la moufle. « Alors, tu vas m'écouter, petit effronté? On rentre? Allez, voilà, t'as tout gagné. Non mais je te jure !» Elle tira alors sur le bras de son petit-fils, qui fut manifestement son prétexte pour se désengluer de l'autre femme. La violence de ce geste me choqua, autant que la vieille infortunée qui se trouvait là. Elle avait juste failli lui démettre l'épaule. Le petit morceau de visage angélique que l'on entrevoyait à travers le passe-montagne gris du gamin était en larmes. L'incompréhension et la colère déformaient ses traits. La petite fille, qui n'avait rien perdu de la scène, se mit à pleurer, par solidarité en quelque sorte. La plume restait inerte à ses pieds. L'autre femme regardait l'action d'un air hautain, comme si ce fût la preuve de sa supériorité, une flatterie de plus pour son ego. La grande asperge, fardée à outrance, se tenait voûtée pour cramponner la main de son rejeton. En partant, d'un pas vif, elle passa près de la dame fatiguée qui s'agrippait au mur. C'est alors qu'avec une mimique empruntée à Médusa elle-même, elle lui lança « Ben quoi, elle a un problème, la souillon ?» Voilà comment on pouvait congratuler la bienveillance dans nos grandes cités. J'eus un pincement au cœur. Maintenant la vieille pleurait, sans expression. Elle déversait des larmes accumulées depuis trop longtemps, sans même s'en rendre compte. Tant de méchanceté, tant de méchanceté, tant de bonté et de détresse en un même point. C'était une situation à déchirer l'espace-temps. L'intolérable se déroulait devant nous et personne n'avait réagi. Moi le premier. J'eus honte. Jetant un coup d'œil circulaire, je m'arrêtai sur la télévision du troquet voisin. Dans celle-ci, on pouvait voir des GI qui fouillaient les ruines remplies de cadavres au Moyen-Orient. Devant ce spectacle, tout le monde était indigné. Mais ici, c'était autre chose. Il fallait que je réagisse, vite, afin de réprimer le sentiment de culpabilité qui m'assaillait. Faisant un pas vers elle, je lui proposai mon bras comme appui. Il fallait reconnaître que la dame en question n'était pas un modèle de beauté avec son teint rougeau et ses verrues. Elle me sourit, en ravalant la morve qui obstruait ses sinus d'un reniflement gras. Elle avait grand-peine à avancer, et ce n'était pas ses pantoufles décrépies qui l'aidaient à évoluer sans mal. Nous traversâmes la grande rue bondée, telle des ombres. Personne ne semblait nous voir. Cette femme, agrippée à mon flanc, était une sorte de chamane, comme une autorité périmée. Ses doigts trop courts se crispèrent par intermittence quand nous fûmes à proximité d'un banc public de couleur verte. Comprenant aussitôt sa requête, je l'emmenai vers cette assise providentielle pour une machine aussi usée. Aucun mot n'avait été échangé, pourtant je sentais quelque chose se passer. Nous échangions de l'énergie pure.
C'est moi qui ouvris le bal par cette phrase laconique. Attendez-moi une seconde, je reviens. Ses yeux étaient deux petits trous noirs, d'où émanait une lueur sans âge. Elle tourna la tête vers moi, et, telle une enfant, elle me répondit par un sourire. D'un bond, je me rendis chez le fleuriste le plus proche, et il revint avec un bouquet de glaïeuls rouges. Elle sembla ne pas comprendre quand je les lui tendis. Puis, fondant en larmes, elle me dit avec un très fort accent, « C'est la première fois qu'on m'offre des fleurs. » Elle les perça un instant, comme elle l'aurait sans doute fait avec un nourrisson, puis me les colla entre les pattes. Je restai interdit quand elle plongea ses doigts boudinés dans le sac plastique posé à côté de moi. Elle en sortit le saucisson. Le regard qu'elle me fit m'interdisait toute réponse ou réaction. Elle se releva et partit en clopinant. Ce soir, quand je recevrai les potes, je leur offrirai des binouses et des glaïeuls, me dis-je, encore perplexe après cette étrange rencontre. Le retour étant placé sous le signe de l'introspection, je ne remarquais même plus les décorations multicolores et les chansons niaises devant les magasins. Je crois me souvenir que Matt était venu avec un de ses copains d'enfance. Marion, elle, s'était pointée à minuit, à son habitude avec Lise, tandis que, de son côté, Ferraille était venu dès mon retour essayer son matos. Les autres ne répondirent pas présents ce soir-là. Ça faisait une belle brochette. Un queupon paranoïaque avec son acolyte crust végétarien, une linguiste alcoolique et sa copine érotomane, un rocker saisonnier, féru de littérature, et moi. Tous les éléments se mettaient en place pour créer la conjecture parfaite pour une bonne soirée. On écouterait de la musique en refaisant le monde. Nous avions commencé à délirer sur le bouquet de fleurs qui ornait ma table basse, puis après avoir conté son histoire, nous en arrivâmes à la bière de Noël, aux décorations urbaines. Tralala. Je me souviens être parti en emphase avec une tirade digne de Cyrano, dont quelque chose du genre « Le rituel est toujours soigneusement identique. On place les décorations un peu partout pour cacher la misère. On remarque même que tel ou tel voisin en profite pour faire un concours afin d'asseoir sa supériorité ou son bon goût. On est gentil, on s'apitoie sur le sort des pauvres hindous qui viennent encore d'essuyer un putain de typhon. Et voilà que le pauvre monde fait ses béats, que le beau monde s'enorgueillit de ses actions contre la faim. Ça sent le pétrole, ça renifle le caoutchouc, bordel. » Fatigué par cette prouesse de comptoir, j'avais enclenché OTH sur la platine et nous avons ri à gorge déployée. Ensuite, ça devient un peu plus fou, un peu plus flou. La bande son devient plus bruitiste, voire expérimentale. On écoutait des immeubles neufs tombés en ruine. Matt parlait de Voltaire et Lise de Casanova. Mais moi qui suis resté le plus fier, comme aurait dit l'autre, je me mordais la langue pour ne pas en coller une au crust dégénéré qu'avait ramené mon pote. Saviez-vous que l'élevage bovin était une manœuvre capitaliste pour l'asservissement des masses ? Ou doutiez-vous peut-être que les consommateurs de viande étaient bien plus agressifs que les autres face à leurs congénères du fait de leur ingestion de globules rouges animaux ? Je ne sais quel livre de SF de série Z ce gars avait ingéré, en tout cas il m'en sortait toutes les perles. Après des litres et des mots, je ne sais plus dans quel ordre, j'avais foutu ce végan moraliste à la con hors de chez moi Manul Militari. Ferraille m'avait retenu pour pas que je le lâche sur place. Ce fut une bonne soirée, excepté ce petit dérapage que je n'avais tenté de réfréner que mollement. Je n'aimais pas Noël. Vers minuit, un de mes crétins de voisins avait appelé la police pour tapage nocturne. Il leur avait soutenu qu'il avait frappé au moins 10 minutes à la porte sans que j'entende. Étonnamment, quand la flicaille avait débarqué, on l'avait entendu cogner aussitôt. En attendant, l'amende était bien pour moi et non pour le collabo hypocrite qui n'avait même pas osé me demander de baisser le son avant de me condamner devant le trésor public. Non, vraiment, je détestais Noël.